bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui vont nous écouter. Alors Pascal, pour cette première émission de l'année 2020, on va attaquer sur un sujet qui moi m'a toujours passionné. Il s'agit de Glozell, le fameux proto-langage qui serait peut-être issu du peuple atlantéen. En tout cas, toi tu vas nous dire ce que tu penses de tout ça. Glozell, c'est un gros morceau auquel je me suis attaqué déjà il y a une dizaine d'années, donc tu vois, ça remonte un petit peu. Mais c'est vrai, c'est passionnant et ça reste... Voilà, alors c'est scandaleux, non pas que les gens ne sachent pas ce qu'est réellement Glozell, parce que je pense que ce soir, beaucoup de nos auditeurs vont l'apprendre, mais ce qui est scandaleux, c'est que c'est un tel... comment dire, une telle découverte, Glozell, ça aurait dû révolutionner, limite révolutionner l'humanité, hein, si vraiment... on avait voulu aller jusqu'au bout des choses et puis comprendre ce qui était réellement derrière tout ça. Alors on va d'abord situer Glozell. Alors Glozell, ça se trouve dans l'Allier, dans le département de l'Allier, sur la commune de Ferrières-sur-Sichon. Et c'est un lieu-dit, donc Glozell. Alors, ce qu'il faudrait tout d'abord, c'est s'intéresser à l'étymologie du nom même de Glozell, parce que ce nom, il existe depuis très longtemps, et on s'aperçoit que il veut dire quelque chose. Alors, si tu veux, moi, il y a quelque chose qui a été un déclic pour moi aussi, c'est lorsque j'ai lu la vraie langue celtique et le cromlech de Rennes-les-Bains de l'abbé Boudet. Alors l'abbé Boudet, tout le monde le connaît bien sûr pour son implication dans l'affaire de Rennes-le-Château. Mais l'ouvrage qu'a écrit l'abbé Boudet, il a ceci d'intéressant qu'on y trouve quand même des indications vraiment palpitantes. Non, je voulais juste présenter un petit livre. Peut-être que tu vas parler de ce monsieur-là, de Salomon Reinach. Ah, Salomon Reinach. S'appelle. Oui, oui. Ouais. Glozell, la découverte, la controverse et les enseignements. Ah ouais. Et effectivement, dans ce livre, il reprend, il y a longtemps que je l'ai lu, hein, mais il reprend, il fait la comparaison de tous ces signes que l'on a découverts à Glozell. C'était le conservateur du musée de Saint-Germain-en-Laye et comme tous les grands savants de son époque, il s'intéressait aussi à beaucoup de choses. C'est grâce à lui si j'ai appris ce qui s'était passé, si tu veux, pour le compagnon de Jeanne d'Arc. C'est-à-dire que donc pour alors au bout de quelques temps, et c'est même carrément plusieurs centaines d'objets qui vont être mis à jour, dont ces fameuses tablettes en argile qui sont recouvertes de signes, c'est ces fameux signes glozéliens. Et il y a aussi des galets, puis on trouve encore des outils. Alors on trouve aussi des représentations de rennes. Alors ça c'est très intéressant parce que le renne, il faut savoir qu'il a disparu 10 000 ans avant notre ère. Donc des dessins de rennes, ça nous ramène au tout début du néolithique, voire même un petit peu avant. Donc ça prouve bien de l'ancienneté du site. Et on trouve même des outils, des objets qui ont été façonnés dans des os de rennes. Donc voilà, c'est vraiment très très intéressant. On a l'impression, si tu veux, que dans ce site, on a comme un dépôt, un dépôt d'une civilisation qui a vraiment voulu nous laisser non seulement une trace de leur écriture, mais enfin, c'est du moins le sentiment que j'ai, parce que en tout, il faut savoir qu'on va trouver sur le site plus de 2000 objets. C'est considérable. Alors, ça ne va pas dire grand-chose à ceux qui nous écoutent, mais René Dussault, à l'époque, en 1927, c'est quand même le conservateur du musée du Louvre. Donc, c'est pas rien, c'est un personnage. Seulement, ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il a écrit une publication pour parler de l'origine de l'écriture qui fait remonter aux Phéniciens. Alors, les Phéniciens, on est au XIIIe siècle avant notre ère. Donc, ça nous ramène 3300, il y a 3300 ans en arrière, quoi, à peu près, voilà. Donc, Glozell, là, on est entre 9 et 12 000 ans en arrière. Donc ça lui casse la baraque, tout simplement. Alors lui, c'est pareil. Et il va dire que c'est une contrefaçon, qu'il lui fera d'être un faussaire, parce que ce monsieur, ça lui, ça lui détruit son travail, quoi, en quelque sorte. Il est fou furieux, lui aussi.
Alors, voyant tous les anti-gloséliens qui se manifestent pour essayer de discréditer le site, Morlaix il va demander à ce qu'une commission d'enquête soit mise en place. Le seul problème, c'est que cette commission d'enquête qui est mise en place par l'Institut international d'anthropologie, elle va rassembler 6 personnes et 6 anti-gloséliens. Donc, ils sont choisis pour leur parti pris contre Glosel. Il faut le faire. Voilà. Et parmi ces anti-gloséliens, qui c'est qu'on trouve? On trouve une certaine Dorothy Garrod. Et cette dame, elle va être prise la main dans le sac, à essayer de dissimuler sur le site une fausse pièce, un faux artefact, si tu veux, pour essayer de discréditer le site. Hein. Mais Morlaix, il va la prendre sur le fait. Alors, je te dis pas les disputes qu'il y a à ce moment-là, c'est assez terrible. Et Pascal, cette Dorothy, je ne sais plus comment, ouais. Est-ce qu'on sait exactement qui elle était, quel était son travail, est-ce que... Ah ben oui, c'était pareil, elle était dans le milieu préhistorien, seulement Dorothy Garrod, c'est vraisemblablement une Britannique, voilà. Hein. Donc c'est parce que c'était carrément une commission internationale qui avait été mise en place, voilà. Mais une anti-glosélienne affichée. Alors pourquoi, mais ça je le révélerai tout à l'heure, en citant le Sir Evans, qui va nous expliquer pourquoi pourquoi les spécialistes dans ce domaine de la préhistoire se sont élevés contre le site de Glosel. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Hein, c'est d'une mauvaise foi, mais alors c'est ahurissant de voir ça. Mais lui, il va dire les choses comme elles sont. Hein, voilà. Et ça, je le citerai tout à l'heure. Bon, alors toujours est-il qu'ils ont été condamnés, bien sûr, aussi bien la Société préhistorique de France que Dussault, le conservateur du musée du Louvre, ils ont tous été condamnés. Alors, je vais te lire d'ailleurs quelque chose qui est très significatif de ces procès-là qui ont eu lieu. Alors, je l'ai ici, l'extrait. Voilà, c'était le président Hurlot, qui était le substitut à la 12e chambre, qui a fait la déclaration suivante, en parlant bien sûr donc de ces procès-là, et notamment tout particulièrement du procès contre Dussault. Alors, il nous dit ce président Hurlot, les débats devant la 12e chambre avaient été pittoresques, marqués par l'acharnement des adversaires de Glosel, dont les arguments, si l'on peut dénommer tels de lourdes plaisanteries, des affirmations aussi véhémentes que gratuites, se heurtaient à la sérénité des Fradins. Par un jugement fortement motivé, le tribunal condamnant leurs détracteurs consacrait la bonne foi des Fradins et de ceux qui soutenaient l'authenticité des trouvailles de Glosel. Donc tu vois, la justice, pour elle, il n'y avait aucun souci. Pour eux, le site était parfaitement authentique. Hein. Alors voilà, donc tu vois que comme quoi cette affaire, ça a fait quand même du bruit à l'époque. Hein. Ça, c'est une évidence. Alors, il faut savoir également qu'on a fait d'autres découvertes, pas seulement sur le site, mais aux alentours, notamment dans la grotte de Puravel et aussi dans le hameau de Cheguerrier. On a trouvé aussi des objets et pareil aussi des tablettes avec des signes gloséliens, comme on les appelle. Alors, je vais te lire aussi autre chose qui est quand même très significatif de cette affaire. Justement, on va prendre les citations là de 2 professeurs. Alors d'abord, une citation du professeur Birger Nerman, qui était professeur à l'université de Stockholm, lequel avait fait la constatation suivante. Il n'y a qu'une chose surprenante dans l'affaire de Glosel, c'est l'entêtement des savants français adversaires du docteur Morlaix. Alors tu vois, déjà à l'étranger, on considère que le site est authentique et on ne comprend pas qu'en France, on ne veuille pas le reconnaître. Alors, et puis alors, bien sûr, il y a la fameuse citation de Sir Arthur Evans. Alors, Sir Arthur Evans, c'est lui qui est à l'origine de la découverte de la civilisation minoenne. Hein. Il a fait des travaux sur la Crète, bien sûr. Alors, voilà ce qu'il nous dit, Sir Evans. Alors là, c'est la mauvaise foi, mais alors, dans toute sa splendeur.
Dans le cas où l'on accepterait l'authenticité des découvertes de Glosel, on détruirait tout l'édifice de nos connaissances. Cela entraînerait le renversement complet des résultats dus aux recherches et à l'activité de 2 générations de travailleurs scientifiques. Mais la belle affaire, hein, je dirais, parce que tout ça, parce qu'on ne veut pas remettre en question. Parce que déjà à l'époque, si tu veux, on s'oriente vers une origine de l'écriture au Moyen-Orient, une écriture qui remonterait 3500 ans en arrière, et si on reconnaît Glosel, eh ben, tous ces travaux qui ont été faits, il nous le dit, hein, Sir Evans, tous ces travaux n'auront servi à rien, quoi. Mais n'est-ce pas le propre des scientifiques, justement, si on leur apporte de nouveaux éléments, de changer de théorie, puis de faire avancer la science. C'est quand même quelque chose, hein. Oui, effectivement, c'était important de remettre dans le contexte, hein. Comme on l'a dit en introduction, on s'aperçoit qu'il y a vraiment eu une volonté de discréditer le site jusqu'à produire des faux. Et pour une fois, le système judiciaire a été clairvoyant et a réussi à remettre les choses en place. Alors maintenant, Pascal, si tu veux, ce que je te propose, c'est qu'on s'intéresse un peu plus aux signes. Donc c'est très très bizarre. Ouais, elles sont très drôles, ces poteries, avec des gros sourcils comme ça. C'est ce qu'on appelle des masques muets, voilà. Oui, mais moi j'appelle ça des poteries avec des gros sourcils. Voilà. Et donc, si tu veux, sur ces poteries, on a trouvé aussi des signes gloséliens, hein, voilà. On a retrouvé d'ailleurs aussi sur d'autres objets, hein, d'ailleurs même gravés sur de l'ivoire de mammouth, des choses comme ça. Hein, mais c'est surtout les tablettes d'argile qui constituent le gros, si tu veux, des pièces qui réunissent donc tous ces signes, naturellement. Hein. Alors, on va étudier un petit peu donc ces signes. Alors, les tableaux, donc tu les as montrés. Il y a donc 111 caractères. Alors moi, je m'étais amusé à essayer de retrouver. Effectivement, j'avais fait, ça m'avait pris du temps, hein, je peux te le dire. Donc, parmi ces signes, qu'est-ce qu'on pouvait retrouver dans les différentes langues, etc. Alors, j'avais remarqué, j'avais retrouvé donc 3 signes qui correspondaient à 3 lettres de l'alphabet lépontien, hein, ou du gallo-étrusque. 2 runes, j'ai retrouvé 2 runes. Alors la rune Djebo, correspond au signe numéro 50 de la première planche du syllabaire de Morlaix, et la rune Algiz, qui correspond au signe numéro 98. Oui, parce qu'il a eu la bonne idée en plus de nous numéroter tous les signes Morlaix. Donc c'est facile comme ça de pouvoir s'y référencer. Après, j'ai trouvé 8 graphèmes phéniciens, tirés directement donc de ces signes gloséliens. Ah, il y a le lamed, il y a le to, le wo, le he, l'in, le ted, le sin et le kaf. Et j'ai trouvé 12 lettres grecques. Si on repart sur la théorie comme quoi tout ça c'est une grosse arnaque, ça a été mis exprès par le paysan avant qu'il fasse cette découverte. Est-ce que techniquement il aurait pu créer tout seul ce genre d'arnaque, c'est-à-dire graver toutes ces centaines et centaines de pierres, avoir une espèce de cohérence, même si on n'arrive pas à traduire aujourd'hui ce que ça signifie, il y a quand même une espèce de cohérence sémantique entre chaque pièce qui a été trouvée. Voilà. Est-ce que un paysan de génie aurait pu monter une arnaque comme ça? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. D'abord, parce qu'il faudrait, comme tu dis, que ce soit un paysan de génie, un agriculteur de génie, et encore, même en étant un agriculteur de génie, il n'aurait pas pu créer tous ces objets. Dis-toi bien qu'il y en a quand même plusieurs milliers qui ont été découverts de ces objets, hein, et avec des ossements humains en plus, dans des tombes. Hein. Donc, ça aurait demandé une mise en scène, mais invraisemblable. Et n'oublions pas que tu as aussi des objets qui ont été façonnés dans des os de renne, par exemple. Oui, après, il aurait pu trouver un gisement de cornes de renne, etc.
Et bon, ça tient pas la route 2 minutes de se dire que qu'Émile Fradin ait pu monter tout ça. Si vraiment on avait voulu monter une arnaque de cette ampleur, déjà il aurait fallu le faire dans le dos d'Émile Fradin. C'était pas possible que quelqu'un ait pu mettre ça en place. Impossible. Ouais, tu vois, je connaissais pas ce détail, ouais, effectivement. Non, bon, c'est impossible. En tout cas, dans les livres d'histoire, c'est clair qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas beaucoup, à part sur des chaînes alternatives comme la nôtre. Et c'est dommage parce que il y aurait, même aujourd'hui, il y aurait de quoi suffisamment de matériel pour pouvoir réétudier tout ça très sérieusement, ne serait-ce avec toutes les pièces qui sont encore au musée. Et puis il y aurait peut-être de quoi faire de nouvelles fouilles, parce que les fouilles se sont définitivement arrêtées sur le site. Ah, mais là, il n'y a plus de fouilles depuis très longtemps, là. Hein. Oui. Oui, parce que quelles sont les théories sur Glosel, d'ailleurs, dans les milieux alternatifs? Est-ce qu'il y en a sur l'origine de ces pierres, de ces écritures? Que de ma théorie, si tu veux. Bon, après, je ne sais pas ce qu'on dit ailleurs, mais moi, je peux te dire ce à quoi j'ai pensé. Et il y a une découverte que j'ai faite, et ça, c'est ma découverte, hein, je peux le dire, parce que moi, tu sais, quand je commence à creuser un sujet, j'y vais à fond. Hein. C'est une table de dolmen énorme qui repose sur 7 petits piliers. Alors, ce qui est amusant, c'est que on te dit que c'est la nature qui a fait ça. Hein, alors l'érosion, ce que tu veux, sauf que, alors là, ça m'a vraiment fait rire parce que tu as la table qui est en granit et les piliers sont en calcaire. Ah, il faudra m'expliquer comment la nature a pu glisser des piliers en calcaire qui forment en plus un triangle isocèle parfait. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Non, mais comme quoi le ridicule ne tue pas, et il y en a qui n'ont pas peur, là, franchement. Donc, on a une civilisation des mégalithes qui a œuvré aux États-Unis, il faut le savoir, hein, et surtout sur la côte est des États-Unis. Et lorsqu'on demande aux Amérindiens si ce sont eux qui les ont installés, hein, ces mégalithes, ils répondent non, 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 ils étaient là bien avant nous. Or, il faut savoir que les Amérindiens sont arrivés aux États-Unis 12 000 ans avant notre ère. Là encore, tu vois, on a cette civilisation des mégalithes qui est très ancienne, qui a laissé des traces. Et alors, c'est pareil pour ce tumulus là que j'évoquais près de Montsville. Alors, ce tumulus, il a été creusé en 1838 et ils ont trouvé une pierre, la fameuse petite pierre de Grave Creek, qui mesure, je sais plus, 4,8 cm de long sur 3,6 de large, quelque chose comme ça. Donc, j'ai travaillé dessus et je me suis aperçu qu'on y retrouvait, alors tous les caractères qui sont sur cette espèce de galet, quoi, hein, de pierre un petit peu ronde. On y retrouve dans les caractères, alors je les ai notés, hein, numéro 9, 14, 15, 17, 19, 41, 49, 50 et 53 de la planche 1 du syllabaire de Morlaix, et les caractères 59, 105 et 106 de la planche 2 du syllabaire de Morlaix. C'est-à-dire, sans aucune exception, chaque caractère que l'on a sur la pierre de Grave Creek se retrouve dans le syllabaire de Morlaix, donc sur les tablettes goloséliennes, ce sont exactement, mais exactement les mêmes signes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais ça veut dire qu'on a d'un côté de l'Atlantique, donc sur la partie ouest de l'Europe, donc en France, et de l'autre côté de l'Atlantique, sur la partie est des États-Unis, on a une même civilisation qui a œuvré. C'est cette civilisation qui est à l'origine des mégalithes, 12 000 ans avant notre ère, et qui est à l'origine de cette écriture glosélienne que l'on retrouve aussi sur la côte est des États-Unis avec cette pierre de Grave Creek. Et alors, comment se fait-il qu'on ait ça de chaque côté de l'Atlantique? Qu'est-ce qu'il y avait au milieu?
Pour moi, c'était une évidence. Il y avait l'Atlantide. Pour moi, la civilisation des mégalithes, ce sont les Atlantes. C'est l'Atlantide qui est à l'origine de tout ça, tu comprends? C'est logique, c'est logique. Alors, bien sûr, on va te dire l'Atlantide, oh là là, c'est une civilisation euh, que l'on retrouve dans les romans, qui, qui n'est pas reconnue officiellement. Hein. Mais on a tellement aussi d'indices sur l'Atlantide. Et là, je vais en parler, si tu le permets. Là, je veux dire quelques mots sur l'Atlantide parce que c'est aussi un sujet vraiment passionnant. Et pour moi, je suis persuadé qu'il n'y a que cette civilisation qui peut être à l'origine de ça, de cette écriture glosélienne. Alors, qui nous a parlé en premier de l'Atlantide? Platon, hein, naturellement. Alors Platon qui insistait sur le fait qu'il s'agissait d'une histoire véridique. Et on a Cantor qui a donc succédé à Platon à l'Académie, Cantor qui a affirmé que le récit de l'Atlantide était purement et simplement de l'histoire. Et à un moment donné, on fait parler aussi Socrate qui insiste sur le fait que l'Atlantide, ça avait véritablement existé. C'est de l'histoire. On n'est pas dans le mythe. Alors, Platon nous a parlé de l'Atlantide dans le Timée et dans le Critias. Hein. Ce sont deux ouvrages. Alors là, je vais lire un extrait du Timée. Et donc, cet ouvrage écrit par Platon, et voilà ce qu'on nous dit. Alors, voilà ce que nous dit Platon. La puissance étrangère lançant une invasion à partir de l'océan Atlantique. Une île s'y trouvait en effet devant le détroit qui, selon votre tradition, est appelé les colonnes d'Héraclès. Alors, les colonnes d'Héraclès, ça correspond au détroit de Gibraltar. Retenons bien ce détail, ça aura son importance par la suite. Alors, cette île était plus étendue que la Libye et l'Asie prises ensemble. À partir de cette île, les navigateurs de l'époque pouvaient atteindre les autres îles, et de ces îles, ils pouvaient passer sur tout le continent situé en face. Or, dans cette île, l'Atlantide, s'était constitué un empire vaste et merveilleux, que gouvernaient des rois dont le pouvoir s'étendait non seulement sur cette île tout entière, mais aussi sur beaucoup d'autres îles et sur des parties du continent. En outre, de ce côté-ci du détroit, il régnait encore de la Libye jusqu'à l'Égypte et sur l'Europe jusqu'à la Tyrénie. Mais dans le temps qui suivit, alors là on nous parlait après la guerre contre Athènes, se produisirent de violents tremblements de terre et des déluges. En l'espace d'un seul jour et d'une seule nuit funeste, toute votre armée fut engloutie d'un seul coup sous la terre, et l'île Atlantide s'enfonça pareillement sous la mer. Ça va être difficile là en une émission surtout consacrée à Glosel de réussir à démontrer que l'Atlantide existe ou a existé réellement. Après, voilà, chacun croit ce qu'il veut. En tout cas, on va partir de l'axiome que l'Atlantide a existé. Et je vais quand même rebondir encore une fois sur l'Atlantide parce que figure-toi qu'il y a quand même des recherches qui ont été faites très sérieusement par notamment Richard Freund qui est archéologue à l'université de Hartford et qui ont été faites en Espagne. Ils ont retrouvé notamment dans le parc national de Doñana, qui est le plus grand marais de l'Espagne du Sud, qui c'était d'ailleurs autrefois une baie. Hein. Et des photos satellites déjà prises en 2004 montrent la trace d'une construction rectangulaire qui pourrait bien être l'ancien temple de Poséidon, figure-toi. Et on y voit aussi des formes circulaires qui correspondent aux 3 anneaux concentriques décrits par Platon hein, au niveau de l'Atlantide. De toute manière, aujourd'hui, il y a plus, on va dire, la question réelle qui se pose, c'est guère trop de savoir si l'Atlantide existait ou pas, c'est plus savoir où était son véritable emplacement, parce que là encore, les gens qui sont spécialistes du sujet se battent pour essayer de le situer entre soit, comme tu l'as dit toi tout à l'heure, au milieu de l'océan Atlantique, soit dans la mer Méditerranée, soit du côté de l'Afrique. Bon, voilà, il y a plusieurs positions. L'Espagne, c'est une bonne piste parce que n'oublie pas ce que nous a dit Platon au départ. Il nous a parlé des colonnes d'Hercule, donc du détroit de Gibraltar. Tu vois un peu. Après le détroit de Gibraltar, donc ça correspondrait.
Ça correspondrait. Et on a trouvé également, toujours en Espagne, mais à 200 km à l'intérieur des terres, les vestiges d'un temple. Alors, extraordinaire, parce qu'on y a trouvé, alors ce temple, il se trouve à Cancho-Roano. Alors, je t'ai envoyé d'ailleurs quelques illustrations que j'ai trouvées justement dans un documentaire qui était passé sur la RMC Découverte. Alors, regarde un petit peu ça, c'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux parce qu'on a le symbole de l'Atlantide ici. Voilà, qui est ici, hein, et qui a été figuré sur une stèle avec les 3 cercles concentriques, hein, dont nous parle bien sûr Platon. Et oui, effectivement, on peut rebondir avec le numéro 2 de Génération Cité d'Or. Hop, c'est ça, ouais, tu m'as vu l'attraper, hein, n'est-ce pas? Oui, effectivement, dans ce fameux magazine Génération Cité d'Or, dans lequel Pascal dans le numéro 2, a fait un très très bon article sur le véritable emplacement du mont Sinaï. Alors, pour revenir aussi toujours au site de Cancho-Roano, toujours en Espagne, on a retrouvé ça aussi. Regarde un peu. Alors ça, c'est un symbole pharaonique, c'est le symbole de la métallurgie sacrée. Et ça remonte au pharaon Amosé au XVIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, que fait un symbole égyptien en plein territoire espagnol? Et là, on retrouve encore une fois ces initiateurs atlantes qui seraient venus apporter de la civilisation en Égypte, et les survivants des Atlantes qui auraient laissé en Espagne un temple à la mémoire de l'Atlantide avec des symboles qu'ils utilisaient. T'imagines tout ce faisceau d'indices que nous avons? C'est fabuleux. Ouais, tout à fait. Si vraiment on voulait regrouper, faire comme le ferait des inspecteurs dans une enquête criminelle, si on voulait regrouper l'ensemble de tous ces indices, ça concourrait à prouver, en tout cas à démontrer une forte probabilité de l'existence de l'Atlantide. Voilà, ça c'est sûr. Donc, dans les environs de Glozelle, on a de la montagne basse, on a des sources naturelles d'eau chaude, comme on pouvait retrouver aussi dans l'Atlantide, parce que le territoire, bon, on n'est pas très loin, quand on est à Glozelle, on n'est pas très très loin des anciens volcans d'Auvergne, hein, tu sais. Hein. Donc, je pense qu'ils ont pu retrouver là, les Atlantes, quelque chose qui leur a rappelé un peu leur pays aussi, tu comprends? Hein, s'ils étaient un peu dans des contrées qui leur étaient familières. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont voulu faire un dépôt à cet endroit précis. Et quant au Sphinx, par contre, là c'est pareil. Si on lit Platon, Platon te dit qu'il y a un dépôt, effectivement, de la connaissance atlante sous le Sphinx. Il te dit même par où passer, on le sait. Hein, je crois me souvenir, c'est par la patte gauche du Sphinx. Tu as un escalier qui descend dans une salle, et puis voilà. Mais aucun égyptologue n'a jamais voulu, naturellement, hein, essayer d'entrer là-dedans. Oui, je crois même que le grand commissaire à l'archéologie égyptienne, je crois, a même interdit toutes les fouilles entre les pattes du Sphinx. Alors, est-ce qu'il y a eu des fouilles secrètes? Après, on peut fantasmer là-dessus. Alors, hein. par contre, je sais, je crois que c'est une équipe américaine qui s'était rendue sur place, mais il y a déjà quelques années. Ils avaient fait une sorte de radiographie du sous-sol, pardon, et ils s'étaient aperçus, effectivement, qu'il y avait une salle rectangulaire sous le Sphinx. Et honnêtement, entre nous, si vraiment on avait les preuves, si on pouvait prouver tout ça, toute cette existence des grandes civilisations, ce serait quoi le danger? À part nous faire prendre conscience que nous ne sommes pas éternels, que quelles que soient les civilisations, le degré qu'on atteint, à un moment donné, il y a un retour à zéro. Bon, mais voilà, peut-être que ça nous ferait prendre conscience de notre humanité, et ça nous remettrait à une position qui est vraiment la nôtre, et on deviendrait peut-être même beaucoup plus humain en ayant conscience de toute cette histoire passée qui est derrière nous, et voilà, en tout cas qui a donné le fruit de notre propre civilisation.